On va commencer par un sujet qui a été déjà évoqué hier et tout le monde disait « Attendez, on en parle demain », donc j'espère que vous êtes prêts. C'est l'ibis sacré et donc, qui est présent en France. Et donc le titre de la communication, c'est « De l'ibis sacré à l'ibis nuisible ». Alors je crois que c'est Loïc qui va parler en premier. Donc Loïc Marion, qui est au CNRS, qui a longtemps été responsable de la réserve de Grandlieu et qui est lié à l'université Rennes 1, qui parle en premier. Et je pense que c'est Farid Benamou, qui est géographe, qui a travaillé pas mal sur l'ours dans les Pyrénées et qui étend son aire d'influence vers le nord, dans les zones d'influence atlantique, et qui terminera sur cette communication. Loïc, tu as la parole. C'est allumé. Ah oui. Donc je vais présenter au départ le cas spécifique de l'ibis sacré, une communication un peu poil à gratter, mais c'est volontaire et c'est l'objectif, je crois, de ce colloque. Et Farid, effectivement, s'appuiera sur cet exemple pour élargir son point de vue sur d'autres espèces. Alors la notion de nuisible a été inventée, effectivement, on l'a vu au XIXe siècle, a concerné chez les oiseaux, d'abord les oiseaux piscivores avant d'être généralisée, à beaucoup de prédateurs. Et effectivement, elle a été combattue par beaucoup de scientifiques, et dont je fais partie depuis 40 ans, pour essayer de restaurer cette image de prédateur et le rôle des prédateurs dans les chaînes alimentaires. Pas toujours, d'ailleurs, bien accueilli, notamment au niveau sociétal. Alors, l'introduction d'espèces exotiques est considérée comme l'une des principales causes de perte de biodiversité dans le monde. C'est présenté souvent comme ça. En fait, statistiquement, c'est la 5e, et ça vient bien après les premières, qui sont les destructions d'habitats, l'action directe de l'homme, etc. Donc, j'en passe, il faut effectivement bien resituer. Mais c'est vrai que c'est un problème majeur à l'échelle mondiale. Les exemples sont multiples. Comme je disais tout à l'heure lors de mon intervention, on ne peut pas nier effectivement les conséquences parfois très graves d'espèces envahissantes sur le fonctionnement d'écosystèmes ou sur certaines espèces natives. En fait, les pertes de biodiversité, quand on parle de pertes totales, c'est-à-dire les extinctions d'espèces, mais aussi des diminutions très importantes d'espèces animales, dues aux invasifs, sont peu nombreuses, et hormis sur les îles océaniques, et notamment essentiellement dans le Pacifique, dans des faunes endémiques. Vouloir généraliser ce cas à l'ensemble des espèces invasives sur l'ensemble des continents est totalement abusif. Parce que ces faunes et ces flores ont évolué depuis des centaines de millions d'années ou des dizaines de millions d'années avec la compétition et avec la prédation. Or, selon Barbeau et Tessel en 2009, beaucoup de naturalistes, mais aussi d'administrations ou de gestionnaires d'espaces protégés mettent toutes les invasives dans le même sac et les considèrent, compte tenu justement du risque qu'elles présentent sur ces îles océaniques, comme des ennemis publics numéro 1 à exterminer par tous les moyens, même s'il n'y a pas de preuves réellement tangibles au cas par cas sur les espèces en question. Et certains parlent même, il y a eu un papier d'ailleurs de Beck et Rémy il y a quelques années sur cette notion effectivement de bioxénophobie, dans certains cas qu'on ne peut pas généraliser, mais qui, lorsqu'on gratte sur les raisons effectivement de la condamnation de certaines espèces invasives, finalement, le fait qui ressort parfois, c'est effectivement cette notion-là. Alors, il faut aussi, on n'en a pas parlé jusqu'ici, c'est les limites géographiques. Beaucoup, malheureusement, de personnes se réfèrent, peut-être par facilité, aux limites administratives des États, parfois même des départements, on l'a vu en France, invasives de Loire-Atlantique ou invasives de Côte d'Or, ça repose réellement sur rien. Et en fait, il faut se référer aux zones biogéographiques qui ont été définies justement comme étant des zones d'homogénéité, de faune et de flore dans ce qui concerne les oiseaux. Effectivement, je vous les montre ici. Et effectivement, il faut éviter de raisonner
manière à l'échelle trop locale, comme étant justement par rapport à ses limites administratives. Bon, les Anglais, les ornithologues anglais, une partie des ornithologues anglais demandent même à ce qu'on extermine les hiboux-conducs qui sont revenus en Grande-Bretagne parce qu'ils viennent du continent. Ça paraît stupide, mais c'est le cas. Il y a un papier dans Nature là-dessus qui effectivement a bien ciblé le problème. Alors le risque, effectivement, des espèces invasives, il est d'autant plus grand que l'origine est lointaine, et notamment que l'on franchit une ou deux zones biogéographiques. C'est évident. Par contre, le risque au sein même d'une même zone biogéographique est théoriquement et logiquement beaucoup plus limité. Alors le cas de l'ibis sacré illustre parfaitement cette situation. C'est un cas particulier, je ne le généralise pas, mais je vais vous présenter effectivement un peu cette dérive. Alors cette espèce a été acclimatée en fait de manière involontaire. Elle s'est échappée du parc de Bronferré en Bretagne méridionale, donc dans le Morbihan, et elle s'est implantée notamment au lac de Grandlieu en 1991. Selon le rapport qui a été produit pour la DIREN à l'époque, en 2005, c'est une espèce qui exerce une forte prédation sur les populations de vertébrés, notamment d'oiseaux, met en danger des espèces patrimoniales, notamment des guifettes, moustacou noir et des sternes kojek. Et c'est une espèce alloctone invasive qui, en tant que telle, d'où le propos introductif de cette communication, représente forcément une menace au niveau prédation ou au niveau sanitaire. Les arguments qui l'ont fait, en fait, petit à petit, inclure dans la liste des 100 espèces invasives les plus dangereuses en Europe par le groupe DESI, donc c'est pas rien. Et il n'y a que 2 oiseaux dans cette liste, avec la bernache du Canada, et dans la liste de la Commission européenne de 2016, obligeant les États membres à la détruire par tous les moyens. En fait, qu'en est-il réellement ? Sur l'argument, exerce une forte prédation sur les populations de vertébrés. En fait, comme la spatule, taxoniquement sont plus proches parents, et contrairement aux oiseaux piscivores, l'ibis sacré a un bec souple, innervé, qui lui permet de chercher à l'aveugle, notamment dans l'eau ou dans la vase, ses proies au toucher. Et son va-et-vient de gauche à droite pour détecter au toucher les proies lui ont valu, pour les Égyptiens, cette réputation de dieu de l'écriture qui, justement, écrivait de gauche à droite. C'est le dieu Thoth de l'écriture. Son bec n'est nullement une arme, contrairement au poignard des ardéidés, mais une pince souple et arrondie. Donc ce n'est pas du tout un bec de prédateur ou de rapace. C'est parfaitement adapté à la capture tactile de petites proies, quasi exclusivement des invertébrés. Alors, le suivi du régime alimentaire sur la colonie de Grandlieu pendant 14 ans a montré que sur les 10 premières années, le régime était majoritairement constitué de larves d'éristales, qui sont des larves qui vivent enfouies dans la vase, souvent d'ailleurs une vase organique anoxique, et y respirent avec un siphon que l'on voit sur cette photo en surface. C'est une niche en fait écologique vacante, il n'y a aucune autre espèce de prédateur qui s'alimente de cette proie. Ensuite, il y a eu une période un peu intermédiaire qui a fait la jonction avec la période finale, qui était constituée notamment en partie de déchets prélevés sur des décharges qui en fait étaient interdites toutes en 2007. Donc ces déchets ont disparu du régime alimentaire depuis. Et depuis 2007, je n'ai pas continué le diagramme jusqu'à aujourd'hui, mais les données existent, c'est quasiment à 100% ou presque d'écrevisses de Louisiane. Si on globalise sur cette période de 14 ans, on voit que l'écrevisse de Louisiane représente la proie essentielle. Toutes les autres proies sont des invertébrés aquatiques, notamment des insectes aquatiques, et les vertébrés ne sont représentés que par quelques campagnols et quelques poissons. Il n'y a aucun oiseau à cette échelle d'analyse sur 14 ans dans des régimes qui représentent en fait le régime global de la colonie et non pas d'individus particuliers sur un site particulier. En fait, cette analyse factorielle des correspondances montre que cette écrevisse de Louisiane est en fait le facteur le plus proche qui explique la dynamique de population de l'ibis. Seule cette proie pléthorique a permis l'augmentation des effectifs, alors que l'éristale
au contraire, était associée à des faibles effectifs. Cette écrevisse est apparue en Brière dans les années 2000 et à Grandlieu, le lac de Grandlieu a été envahi véritablement par l'écrevisse de Louisiane à partir de 2007. Conclusion rapide sur le régime alimentaire. Évidemment, on voit que cette espèce s'alimente à 99% d'invertébrés qu'on aurait pu s'y attendre, ou de déchets, et elle peut être, alors si on accepte cette définition d'utile ou de nuisible, elle peut être aussi en partie utile puisqu'elle détruit ou elle contribue à détruire l'écrevisse invasive qui, elle, pose réellement des problèmes sur les écosystèmes et sur des espèces. J'ai estimé que l'ibis sacré avait prélevé plus d'1 million d'écrevisses en 10 ans sur ce secteur. Les vertébrés sont insignifiants, même si effectivement ils font partie anecdotiquement du régime. Et l'observation directe sur le terrain, si on observe par exemple une colonie de guifettes, évidemment on va voir si elle est fréquentée par un ou deux ibis, il y aura automatiquement une prédation, mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle globale? Pas grand-chose. Si on regarde ce que représente la prédation d'œufs ou de quelques poussins dans ces cas, sur les prairies inondables autour de Grandlieu, on s'aperçoit que la prédation sur les espèces concernées d'oiseaux varie de 5 pour 1000 à 1,5%, c'est-à-dire totalement incapable de modifier la dynamique de population de ces oiseaux et de les mettre en danger. 3 espèces d'ailleurs, parmi ces espèces prédatées, sont apparues depuis l'apparition des libis sacrés à Grandlieu, donc l'ibis ne les a pas empêchés de s'installer durablement sur ces sites. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'ibis sacré, pour ses prédations anecdotiques, doit-il être condamné alors qu'on se bat pour défendre le rôle des rapaces qui mangent 100% d'oiseaux? Pour parler d'espèces natives de cette région, la chouette-hulotte, l'épervier, le faucon pèlerin, est-ce que c'est simplement, ou est-ce que ce serait simplement par délit d'origine? Alors, il faut aussi contextualiser le cas de la déprédation. J'ai représenté ici le cas de 2006 où il y a eu effectivement un grand nombre de prédations signalées sur cette colonie de guifettes. On s'aperçoit que la ligne rouge représente, en fonction du temps, le niveau d'exondation des prairies du lac de Grandlieu. Et les autres courbes, ça montre le niveau d'eau qui fluctue sur cette période. Et on voit que les 2 traits horizontaux correspondent en fait à la période de prédation sur cette colonie qui correspond exactement à l'exondation de la colonie. On sait tous qu'une colonie qui est exondée est sujette effectivement à prédation par les renards, les sangliers, le piétinement par le bétail, qui sont aussi des causes qui ne sont pas évoquées mais qui sont bien réelles sur l'évolution de ces colonies qui sont dans des milieux un peu particuliers. Alors l'autre cas, c'est le cas de Mulembourg, réserve naturelle de Noirmoutier, qui a été fortement médiatisé et qui a servi justement de constitution du débat justement contre l'ibis sacré. Et j'ai aussi été personnellement très impressionné par cet exemple. Ce qui a été dit, c'est que 2 ibis pillent la totalité des œufs de la colonie de Cerne-Cogec le 9 juillet 2004 avec un mail envoyé à tous les ornithologues de France. Ornithologues qui savaient que c'était une colonie qui comptait plus de 200 couples, ce qui émeut à juste titre tout le monde. En fait, j'ai mis 2 ans à faire avouer l'observateur que ce n'était pas... en fait, c'était un renard qui avait anéanti la colonie. Il avait tué 17 jeunes proches de l'envol durant une nuit de prédation. Et il en a fait noyer 400 autres. Donc la totalité de la colonie a été détruite par cette prédation nocturne. Il y a eu une trentaine de couples qui ont repondu. On était en juillet, c'était très tard. Ces pontes tardives n'avaient aucune chance de produire des jeunes parce que l'envol serait intervenu en septembre. Donc en général, ces oiseaux tardifs abandonnent eux-mêmes spontanément ils ne sont pas très attachés finalement à leur reproduction. Bon. Et rien n'exclut que le renard soit pas revenu 3 semaines ce jour-là. Il n'y a pas de surveillance la nuit. Et donc provoquant justement de nouveau une panique chez les quelques couveurs. On voit que les œufs étaient dispersés un peu comme d'une décharge. Et il y avait 2 ibis qui effectivement se sont servis. Est-ce qu'on peut généraliser ce cas à une prédation effectivement significative de mise en cause de cette colonie? Je pense que non.
Alors sur le thème d'alloptone, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que tous les ouvrages faunistiques se basent sur les zones biogéographiques et non pas sur les limites administratives. C'est clair. Autre débat, on a été question hier, avec le réchauffement climatique qui voit des espèces africaines envahir, entre guillemets, l'Europe et venir spontanément. Ça a été le cas de l'aigrette garzette, du héron crabier, du héron garde-bœuf, qui sont 3 espèces africaines, pour ne rester que dans ces oiseaux, les wading birds, des grands échassiers, dans l'ancienne classification. Et pour certaines, et pour 2 de ces espèces, voire même les 3, issus aussi de lâchers volontaires de la part de l'ornithologue. On en parle rarement, notamment en Camargue. La population de Camargue du héron garde-bœuf provient en partie de lâchers en Alsace en 1970. Ça pose problème à personne. Et l'ibis s'en poserait, alors qu'il niche dans le sud de la Mauritanie et il est capable de faire des vols de 1500 km pour effectivement sans problème. Et donc il aurait très bien pu venir spontanément en Espagne puis en France. Les faunes ne sont pas figées. Le cas du lac de Grandlieu, ce diagramme montre la chronologie d'apparition des hérons et les grands oiseaux coloniaux sur ce lac entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. Au début du XXe siècle, il n'y avait qu'une espèce, c'était le héron pourpré. Aujourd'hui, on est à 11 espèces, en incluant le cormoran et les 2 ibis. Alloptone ne signifie pas forcément nuisible. 1 à 10% des espèces qui sont importées posent réellement problème. Il s'agit essentiellement, on l'a dit, de mammifères et notamment de rongeurs, de rats et de carnivores. Dans le monde, les 128 espèces d'oiseaux qui ont disparu l'ont toutes été dans les îles du Pacifique, et en général les îles françaises, les Français étant amoureux de la gâchette, dans des faunes endémiques qui n'étaient pas effectivement habitués à la compétition et à la prédation. Et il n'y a qu'un seul cas lié à un oiseau invasif, c'était le grand-duc de Virginie qui a fait disparaître une tourterelle aux îles Marquises. Donc on ne peut pas généraliser ces cas effectivement à des continents. Il faut étudier au cas par cas l'impact réel et non supposé de chaque espèce et non pas appliquer le principe de précaution pour masquer l'absence de dégâts réellement avérés, comme pour l'ibis sacré. C'était le professeur Barbeau qui le disait à un colloque biodiversité organisé par le ministère de l'Environnement. Alors, espèce envahissante, en fait, dans le terme d'expansion géographique, l'ibis sacré est resté strictement cantonné à cette zone de grands marais. Le département, avec la Camargue, avec les Bouches-du-Rhône, c'est la Loire-Atlantique qui a la plus grande superficie de zones humides, inondables, et c'est pas pour rien que cette espèce reste inféodée à ce type de milieu. Alors le pic de 2200 couples d'ailleurs, il faut le rapprocher de celui du nombre de hérons dans cette région qui est 5 fois supérieur, et en France il est 50 fois plus important que celui d'ibis sacré. Alors les points positifs, espèce très sociale parfaitement intégrée depuis 23 ans aux colonies mixtes d'ardéidés et de spatules de cette région, espèce très proche de la spatule, je l'ai dit, qui favorise l'installation des couples pionniers. On le voit sur ce diagramme, puisque la Loire-Atlantique a été la zone pionnière d'installation de cette espèce sur la liste rouge des espèces menacées. Et on voit que pendant 20 ans, les effectifs étaient extrêmement faibles et se sont mis à augmenter très fortement lorsque l'ibis sacré s'est associé aux spatules en colonies mixtes. Et il y a une très forte corrélation, avant qu'il y ait des limitations de l'ibis sacré entre les 2 espèces. Alors des mesures de succession qui peuvent, sur certains points, être discutables. Au niveau juridique, jusqu'en 2010, il y avait plutôt une absence de base solide, puisque l'ibis n'était pas cité dans la réglementation d'espèces régulables. Une fuite un peu aussi déontologique. En 2007, en fait, il était question simplement d'intervenir sur des colonies non mixtes et par piquage des œufs. En 2008, on a généralisé en fait des tirs en sortie de colonies, parfois à l'intérieur des colonies sur des colonies mixtes, de hérons, spatules, airettes. Et puis à partir de 2009, la réserve de Grandlieu a même été contrainte par le préfet de piquer tous les œufs d'ibis sacré. Alors efficace, des mesures efficaces effectivement. On voit que la population d'ibis sacré nicheuse, selon les colonies que je vous ai citées ici, a été réduite d'une manière drastique, avec 7700 ibis tués, plus les 3000 pontes détruites. Mais à quel prix ?
il y a des effets collatéraux dont on ne parle jamais. Ces tirs ou le dérangement des destructions des nids ont par exemple entraîné l'abandon de la colonie grand cormoran de marins de Bacchus, qui était une sous-espèce protégée et qui avait un intérêt génétique important. À Béné, en 2014, tous les jeunes sont tués dans la colonie mixte, tous les jeunes ibis. Et en 2015, il y a des tirs de dissuasion d'installation de l'ibis. Résultat catastrophique sur toutes les autres espèces. 70% de chute de hérons cendrés jusqu'à près de 100% pour le héron garde-bœuf, avec un nombre de couples allant de 52 pour la spatule. Une baisse de 52 couples jusqu'à 735 pour l'ibis. Pour le héron garde-bœuf, c'était quand même la troisième plus grosse colonie de la façade atlantique pour ce qui concerne les colonies de hérons, garde-bœuf et de spatules. Alors des nichés qui sont tués effectivement, quand on tue les adultes en sortie de colonie, en période de reproduction, les jeunes meurent de faim dans les nids. Et supprimer une espèce dans une colonie, ça fait chuter le contexte social de l'ensemble de la colonie. Et ce contexte social entraîne effectivement, qui est dégradé, entraîne petit à petit une désertion de la colonie, avec tout un tas de processus qui sont bien décrits chez ces espèces coloniales. Et la durée de colonie des spatules à Grandlieu est passée effectivement à peu près 4 ans de durée de vie moyenne à 2 ans et demi, depuis qu'il y a des opérations effectivement de piquage d'œufs dans les colonies. Puis ces dérangements peuvent dissuader aussi l'installation d'autres populations pionnières, comme le cas de l'ibis falcinelle. Alors en conclusion, certes, il y a des prédations d'oiseaux, mais qui restent anecdotiques de la part de l'ibis sacré. Il faut bien évaluer les risques que représentent ces prédations sur les dynamiques de population de ces espèces. Le classement de l'ibis sacré parmi les 100 espèces les pires d'Europe est quand même très très abusif sur les données présentées. Au niveau vétérinaire, même chose, il n'y a pas de risque sanitaire présenté par cette espèce par rapport aux natives, et ne pas attribuer à l'ibis tous les maux des espèces invasives dans le monde. Et attention donc aux effets collatéraux sur les espèces. Il ne faut pas que les dégâts collatéraux soient plus importants que ceux entraînés directement par l'ibis. On applaudira après. On n'a pas fini. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. C'est pour cela que on peut dire que ce cas de figure relève d'une géopolitique plutôt locale, puisqu'on voit qu'on a une gestion à plusieurs échelles et qu'on a utilisation de la violence et que c'est générateur de conflits territoriaux, c'est-à-dire la matière de la géopolitique. On voit bien, on a bien vu ici que le point de départ a été un certain nombre de faits tronqués, mais crédibilisés par certains acteurs, alors que parallèlement des faits scientifiques, notamment émanant de mon collègue, qui ont bénéficié d'une évaluation internationale par des revues très bien notées comme Compte Rendu Biologie, n'ont pas été pris en compte. Par ailleurs, on note que dans ce cas de figure aussi, il y a un risque important, il y en a déjà été un peu question, de conflits au sein des naturalistes, puisque il y a l'importance des opposants aux invasifs par principe, qui s'opposent à ceux qui ont une vision un peu plus ouverte et plus au cas par cas. Et cela peut justement faire revenir paradoxalement à une vision plus classique du nuisible. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que ces pratiques sont remontées jusqu'au plus haut niveau, donc au ministère de l'écologie, puis au préfet qui a diligenté les fameux tirs. Ce qui pose d'ailleurs, on en reparlera, question sur le mode de gestion de l'environnement qui est souvent dédié aux très hauts fonctionnaires qui n'ont souvent aucune culture en matière d'écologie, de gestion d'environnement, de vision pluridisciplinaire. Et on a par ailleurs aussi une directive européenne qui est devenue contraignante, bien que demandée par la France, malgré des réticences internes, puisque cette directive elle a été demandée par la France, et que c'est un peu délicat maintenant de revenir en arrière, puisque cette directive devient contraignante, et que c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue ou les prophéties autoréalisatrices. On pourra en reparler. Donc
on peut évoquer dans ce cas-là une forme d'affaire Dreyfus ou d'outreau de l'écologie française, même si bien sûr il ne s'agit pas de revenir sur l'intensité que ça peut représenter sur le plan social en France, mais au niveau des mécanismes, au moment puisque on a des acteurs qui ne veulent pas se dédire et qui du coup provoquent une fuite en avant, et que ça peut représenter une espèce de cheval de Troie de ce que Laurent Mermet appelle une réaction anti-environnementale qui serait diffusée dans les milieux naturalistes. Et on a parlé tout à l'heure de xénophobie ou de bio-xénophobie. On retrouve ça déjà chez les opposants à l'ours dans les Pyrénées, puisqu'ils disent que si les ours posent problème, ce n'est pas parce qu'ils sont prédateurs, mais parce qu'ils sont étrangers. Et par ailleurs aussi, on a la dimension comportementale qui est intéressante et qu'on retrouve dans la polémique du vautour. Donc l'ibis aurait changé son comportement, serait devenu particulièrement prédateur d'oiseaux, tout comme le vautour serait devenu un prédateur, alors que c'est un charognard, même si ça n'exclut pas en effet certains cas anecdotiques de cas qui peuvent en effet poser question. Et puis c'est aussi, comme je l'ai dit, révélateur d'une gestion administrative punitive. Alors bien sûr, tout à l'heure, j'ai entendu que ça a bougé quand j'ai parlé de certains hauts fonctionnaires, mais je ne parlais pas des hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie, évidemment, et beaucoup de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui savent de quoi ils parlent, mais je parlais vraiment plutôt de grandes écoles type ENA qui forment les préfets, c'est à ça que je pensais, et qui peuvent parfois être amenés à une gestion, on va dire, assez rigide et une vision administrative punitive. On le voit, le cas du blaireau, que François Moutou connaît très bien, dans le cadre de la tuberculose bovine, ou le cas des bouquetins du Bargy, qui est un véritable scandale, où en voulant faire le vide sanitaire, on ne règle même pas la question. Et donc, c'est pour cela que nous avons trouvé qu'il était important de faire cette communication. Bien évidemment, comme mon collègue l'a dit, pour susciter un peu de poil à gratter, susciter le débat, mais je crois que c'est l'objet de ce colloque. Je vous remercie.